Aujourd'hui, je reçois Zineb qui nous parle de son parcours avec le yoga, entre philosophie, ses études, ses formations, ses voyages. C'est passionnant, vous verrez. Bonne écoute. N'oubliez pas que vous pouvez contribuer au développement du podcast grâce à la page Tipeee créée pour que vous puissiez faire des dons en échange de contreparties chaque mois, comme par exemple des e-books, des cours de yoga avec des invités, des vidéos ou encore des épisodes sur des thèmes précis avec des invités ou bien tout à la fois. Le lien est dans ma bio sur Instagram et je le remettrai en description. Merci d'avance pour votre contribution à faire grandir le podcast de Yoga dans nos vies. Hello Zineb, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies où tu vas pouvoir nous parler de ton parcours avec le yoga et tout ce que tu fais à côté. Salut Alexandre, merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Alors, est-ce que tu peux nous parler de la première fois que tu as rencontré le yoga et comment ça s'est passé, etc. Alors la première fois où j'ai rencontré le yoga, comme pas mal de gens, ça a été un petit échec. J'ai fait du yoga quand j'étais en échange en Australie, à Melbourne, pendant un échange universitaire. Et c'est ma coloc qui m'avait emmenée à un cours dans une sorte de MJC à Melbourne, enfin une maison de quartier, quoi. Et c'était un yoga très traditionnel, entre guillemets, enfin, en tout cas assez statique. Et moi, à l'époque, je faisais beaucoup de danse et beaucoup de gym. Et c'est vrai que j'avais besoin d'être dans un truc très physique. Et du coup, j'ai pas été extrêmement emportée. Mais ça m'a pas non plus traumatisée plus que ça. C'est plus a posteriori que ça m'a, enfin voilà, que j'y ai repensé. Et puis après, c'est en voyageant, en fait, j'étais en vacances à Bali avec des copains et j'ai une copine qui m'a dit ah tiens ça te dirait pas de tester un cours de yoga. Et donc on est allé à un centre de yoga et on était complètement perdus devant tous les termes qu'il y avait: intégral, vinyasa, power, yin, machin. On avait fini par aller à un cours de vinyasa un peu par hasard. Et justement comme j'avais fait beaucoup de danse et beaucoup de gym avant, j'avais arrêté depuis un petit moment. Et du coup, j'étais trop contente de retrouver un peu les sensations qu'on peut avoir. C'était un flow très dansé et un peu acrobatique. Et du coup, ouais, j'ai un peu retrouvé les sensations qu'on pouvait avoir dans des cours de danse ou de gym. Et je suis ressortie de là, j'étais là genre, oh, mon Dieu, c'est génial, je veux absolument continuer à faire ce truc. Sauf qu'évidemment, c'était au milieu de la forêt à Bali, avec le chant des oiseaux, dans un chalet en bois. Et quand je suis revenue à Paris, je me suis retrouvée dans une salle en préfabriqué qui sentait les pieds. Et j'étais là genre, ah bon, c'est pas exactement le même environnement. Mais j'ai retrouvé les mêmes sensations, voilà, que ce soit dans la forêt à Bali ou dans un cours, voilà, dans une salle fermée en sous-sol à Paris. J'ai quand même vraiment accroché avec les sensations. Mais j'ai aussi rencontré le yoga plus tôt, en fait, quand j'y repense, mais pas du tout par la pratique. Mais mon grand-père paternel a pratiqué le yoga. Apparemment, il a été initié par un ami, un D'accord. de ses amis. Et du coup, dans la bibliothèque de mon grand-père à Rabat, il y avait tout un tas de livres de yoga. Et je me rappelle être tombée dessus chez une de mes tantes et d'avoir vu justement, tu sais, ces manuels avec des postures photographiées un peu à la Iyengar. Je pense que ça devait être un bouquin de Van Lisbeth ou un truc comme ça. Et je me rappelle, Ouais. en étant petite et en m'ennuyant un petit peu chez mes grands-parents, avoir essayé de refaire des postures. Et quand je suis devenue prof de yoga, mes tantes m'ont dit, mais oui, mais ton grand-père, il faisait la posture sur la tête. On le voyait avec les pieds en l'air quand on était petite. On se demandait ce qu'il faisait. Donc apparemment, ça coule dans la famille depuis un peu plus longtemps. Et c'est revenu vers toi, bah, c'est super. Et qu'est-ce que tu faisais du coup en parallèle au moment où justement tu as rencontré le yoga? Tu parlais aussi que tu avais dû arrêter la danse et la gym. Qu'est-ce que tu avais fait avant comme études, etc. Bah, en fait, moi, j'ai passé mon bac au Maroc. Enfin, j'ai grandi au Maroc jusqu'à mes 18 ans. J'ai passé mon bac au Maroc et je suis venue faire mes études en France. Et j'ai commencé des études dans un double cursus qui était entre Sciences Po et la fac de Jussieu, qui est une fac, enfin, en tout cas, moi, Mhm. j'étudiais les sciences naturelles là-bas. Et à Sciences Po, j'avais le cursus classique de sciences politiques. Et en gros, c'était un double cursus. C'était la première année que ce double cursus existait. Donc, on était un peu la promo qui essuyait les plâtres. Et du coup, on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de cours. Et on passait voilà, notre temps à faire la navette en Sciences Po et Jussieu. Et j'avais essayé de continuer la danse que je pratiquais
au Maroc depuis que j'étais toute petite. Mais en fait, j'ai pas réussi à tenir le rythme, voilà, des 40 heures de cours plus, tout le travail qu'il y avait à faire à côté et cetera. J'ai eu beaucoup de mal à garder l'espace pour une activité physique et en fait, c'est un peu un cercle vicieux, quoi. Plus on perd, l'activité, moins on est à l'aise quand on y retourne et cetera. Donc j'avais un peu laissé de côté justement, bah, voilà, la danse et d'ailleurs toute forme d'activité physique, hein, soyons clairs. Et du coup, j'ai fait, bah, voilà, ces 3 ans, de double cursus entre Sciences Po et Jussieu. La dernière année, j'étais à Melbourne pour faire mon échange universitaire, donc qui est un peu un des classiques, dans la scolarité, de Sciences Po. Et après, je suis revenue à Paris et là, j'ai suivi un master à Sciences Po seulement sur les questions environnementales. En gros, ça s'appelait, je sais plus comment il s'appelait Master Affaires internationales, option, environnement, développement durable, tout ça. Et donc j'ai suivi ce master-là. Là, j'ai recommencé la danse en parallèle, et j'étais très frustrée parce que j'étais plus du tout souple et plus du tout aussi, gracieuse que je l'étais. Mais j'étais quand même contente d'y retourner. Et après avoir été diplômée, j'ai d'abord commencé à travailler dans le département, de responsabilité sociale d'entreprise, d'une grande entreprise d'eau et d'assainissement. Voilà, c'était plutôt du développement durable et cetera. Et après j'en ai eu marre et du coup, j'ai démissionné et j'ai commencé à travailler pour un cabinet de conseil qui travaille sur tout ce qui est, c'est un peu technique, mais tout ce qui est, accès, aux services essentiels, on va dire, dans les pays en développement. Donc nous, on travaillait, en appui aux Mhm. collectivités, aux ministères, aux États pour, les aider à développer, des infrastructures, et des services, liés aux services essentiels et moi, je travaillais sur la partie eau et assainissement. Donc voilà, c'était vraiment, le volet eau et D'accord. assainissement sur lequel j'étais spécialisée et donc j'ai fait ça pendant 4 ans où j'ai pas mal voyagé, du coup, bah, dans différents, pays d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique de l'Est, du Maghreb et cetera et c'était une très, très chouette expérience, très intense et en fait, à la fin, enfin la Mhm. dernière année, de cette expérience en cabinet de conseil, j'ai commencé à avoir envie un peu d'autre chose, mais je savais pas trop quoi. Donc c'était un peu une période de crise existentielle où, je me retrouvais pas trop dans le rythme, du cabinet de conseil. Je pense que ceux qui ont déjà bossé en conseil, savent de quoi je parle. Mhm. Hem, je trouvais ça très intense, je trouvais ça très difficile de ne pas pouvoir organiser son temps un peu, librement et hem et surtout, enfin, j'étais, un peu frustrée par le mode de vie que ça m'amenait à avoir où, en fait, j'avais un peu l'impression d'être coincée dans le truc où, Mhm. je bossais comme une tarée la semaine, du coup, il fallait absolument que je parte en week-end, en dehors de Paris, pour pouvoir, m'échapper. Il fallait toujours que ce soit plus vite, plus fort, plus intense. Enfin, ça pouvait pas Ouais. être, modéré et aussi ça m'amenait enfin, comme je bossais beaucoup, je mangeais tout le temps dehors, ou, j'allais chercher des choses à manger à l'extérieur, enfin, j'étais vachement dans un truc, en fait, soit je travaille, quand je travaille pas, je consomme et après je reviens à travailler et en gros, ouais, ça correspondait pas trop. J'attendais qu'une seule chose, c'était de pouvoir partir en vacances loin en prenant l'avion et cetera et cetera. Je caricature un peu, mais c'était complètement en dissonance avec mes propres valeurs. Enfin, si j'ai fait des études, sur les questions écologiques, c'est que c'était quand même des convictions, profondes que j'avais depuis longtemps et du coup, ouais, je me retrouvais un peu dans un mode de vie qui était exactement C'est à sûr. l'opposé de ce que je défendais, même si le cœur de mon boulot était, Mhm. voilà, toujours porté sur ces questions d'accès au développement et cetera. Mon mode de vie était en complète dissonance, avec Mhm. ce que je voulais faire et les valeurs qui étaient importantes pour moi et donc à ce moment-là, je pratiquais déjà le yoga depuis un moment et hem et Mhm. j'avais commencé à donner des cours de yoga, en prison de façon, assez, enfin, c'était une intervention ponctuelle sur un mois et j'avais commencé aussi à donner des cours de yoga dans un centre d'hébergement et de réinsertion et à l'époque, j'étais pas formée pour Ok. l'enseignement, c'était plus une activité bénévole, que j'avais faite et en fait, c'est à ce moment-là où je Oui. me suis dit: «Ah tiens, l'enseignement du yoga, c'est quelque chose, qui me parle, qui me plaît» et surtout, je m'étais dit: «OK, ça me c'est quelque chose qui aide aussi, en tout cas qui soulage, des gens et pas que les bobos parisiens, 4 sup, qui vont dans des studios hors de prix pour faire du yoga». Enfin, quand j'ai vu l'impact que ça a eu, alors ça a pas changé leur vie, hein, pour les détenus, mais l'impact immédiat était quand même assez fou, quoi, de voir, le soulagement que ça pouvait apporter sur un temps court, en termes de
enfin voilà, de détente et de relaxation. Je me suis dit, ok, c'est pas que dans notre tête, c'est vraiment très efficace et très universel finalement. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à me dire, ah bah tiens, j'aimerais bien me former à l'enseignement du yoga. Ce que j'ai fait en fait du coup en parallèle de ma dernière année de boulot. Et à la fin de D'accord. voilà, à la fin de cette crise existentielle qui a duré 1 an où je pleurais beaucoup et je savais pas quoi faire du tout, j'ai commencé d'abord à chercher des boulots un peu dans le même domaine, mais dans des structures un peu différentes. Et là, je me suis dit: «Non, mais en fait, j'ai juste plus du tout envie d'être derrière un ordi, j'ai envie d'un autre contact avec les gens, j'ai envie d'un métier, un peu moins technocrate et un peu plus créatif». Et du coup, bah, j'ai dit à ma formatrice, à ce moment-là, que j'envisageais, bah, une reconversion, de commencer à enseigner. Et en fait, à ce moment-là, bah, elle a Est-ce commencé que à me tu peux nous proposer. donner le nom de ta formation? Oui, alors ma formation, c'est, une formation qui s'appelle Muse Yoga et ma formatrice, s'appelle Mhm. Muriel Adri et c'est elle avec qui j'ai fait ma formation D'accord. initiale. Et elle était entourée à l'époque où elle nous a formés de François Roux, qui est un indianiste, assez connu, et de Soel, et j'ai oublié son nom de famille, qui est un ostéopathe pour la partie plus anatomie. Et du coup, voilà, bah, Ok. quand j'ai dit à Muriel que je commençais à m'interroger sur le fait d'enseigner le yoga, elle m'a dit: «Ah bah écoute, si tu veux, je peux te proposer des remplacements». Elle m'a mis un peu le pied à l'étrier. Et en fait, j'ai du coup commencé un peu à enseigner quasiment au moment où j'ai décidé de faire cette reconversion. Et j'ai continué en parallèle en freelance mon boulot de consulting, un peu pour faire la transition, D'accord. parce que je savais pas trop. En fait, c'était un peu le grand D'accord. saut dans l'inconnu, quoi. Donc je savais pas trop si Bah ça oui. allait me plaire, si j'allais être une enseignante, voilà, qui sait enseigner. Enfin, tout ça, c'était encore du grand flou. Donc je me suis dit: «Je vais garder un peu». Puis je savais pas, je m'étais dit: «Ça se trouve, là, j'en ai un peu marre parce que ça fait 4 ans et que j'ai besoin d'autre chose». Mais si ça se trouve, Oui. je sais pas, en fait. Voilà, c'était un grand saut dans l'inconnu. Donc j'avais gardé un peu les 2, et pour pouvoir faire ma petite transition un peu plus sereinement. Ok, super. C'est vraiment super enrichissant et intéressant de voir les parcours encore vraiment atypiques, etc. Et puis effectivement, je comprends très bien ton questionnement de te dire, bon, je me suis quand même formée en écologie, etc. Et aujourd'hui, en vivant à Paris, je retrouve plus ce sens-là. Comment aller retourner vers ce sens et vers mes valeurs? Donc apparemment, tu as trouvé la réponse. Qu'est-ce qui s'est passé du coup après? Après, m'être lancée dans le grand bain Oui. du yoga, bah, après, c'est vrai que ça a été assez, enfin, ça a été assez rapide finalement, parce que j'ai eu pas mal de cours, tu vois, dans des studios qui me plaisaient bien, avec des vibes que j'aimais beaucoup. J'ai eu aussi pas mal de cours particuliers parce qu'il y a pas mal de profs, encore plus aujourd'hui, mais les profs quittent beaucoup Paris. Donc, Bah j'ai oui. des amis qui m'ont demandé si je pouvais reprendre certains de leurs cours, et cetera. Et voilà. Et puis j'ai commencé, aussi, enfin, j'ai continué mon enseignement dans le centre d'hébergement et de réinsertion, pour personnes qui sortaient de détention, pendant la première année. Après, c'était trop difficile d'avoir, c'est horrible, mais comme Mhm. il faut aussi réussir à gagner sa vie, ça demande de multiplier les créneaux. Et en fait, les Mm. créneaux, quelque part où les autres gens ne travaillent pas et donc qui peuvent venir au yoga, sont assez restreints. Bah Et oui. comme la plupart des détenus, enfin des anciens détenus en l'occurrence, qui habitaient dans le centre d'hébergement et de réinsertion, eux aussi travaillent et donc sont disponibles que le soir, c'était compliqué pour Mm. moi de continuer à garder un créneau bénévole, ce qui est vraiment dommage, parce que ça faisait partie aussi de mes envies en enseignant le yoga. Mais je pense que ça va revenir d'une façon ou d'une autre. Maintenant que voilà, j'ai développé mon activité, que je me sens aussi plus sereine vis-à-vis de ça. Mais du coup, la première année, ça a été vraiment assez, enfin, ça a été super épanouissant. J'étais tellement contente justement de retrouver un rythme un peu à contre-courant, de retrouver presque le plaisir quand on était étudiant, de pouvoir profiter de Paris au moment où tout le monde n'est pas dans le métro.
enfin, j'ai trouvé que le rythme était à la fois très, très fatigant parce que du coup, forcément, comme tous les profs, je pense, on fait beaucoup de remplacements, Mmh. on donne beaucoup de cours et en fait, c'est assez, épuisant de courir un peu à droite à gauche partout, et en même temps, on est porté aussi par un peu, bah, l'envie de transmettre, le peu qu'on Bah a oui. appris, après notre première formation de yoga. Mais disons que ouais, ça a été une année qui a été pour moi en tout cas, un vrai épanouissement. Et après, moi j'avais prévu, après cette première année de partir voyager, pendant quelques mois, et donc j'avais lâché, à la fin de ma première année d'enseignement, j'avais lâché tous mes créneaux, dans les studios, tous les cours que j'avais en disant: «Bon bah moi en fait, là je vais partir voyager». Sauf qu'en fait ça s'est pas du tout passé comme ça et finalement je suis juste partie, 1 mois et je suis revenue derrière et en fait, c'était assez dur D'accord. cette deuxième année d'enseignement parce que je suis revenue en novembre ou en octobre, en mi-octobre et finalement, bah, j'avais plus aucun créneau, en studio, Tu je partie où? je suis allée en Palestine pendant 1 mois. J'ai passé 1 mois D'accord. OK. À Bethléem, en septembre, du coup, 2018 et en rentrant, voilà, ça OK. a été assez difficile de retrouver mes marques et du coup, ça a été une période pas très facile parce que dès qu'on sort un petit peu des «rythmes scolaires» entre guillemets, ça devient, voilà, ça devient pas fa en fait, il faut vraiment prévoir son année vachement, à l'avance, caler ses créneaux pour septembre et une fois qu'on est lancé en septembre, c'est bon. Mais du coup, ça a été enfin, j'ai eu de la chance finalement parce que, malgré, cette année qui a été un peu plus compliquée à ce niveau-là, c'est l'année où en fait j'ai été contactée par, la revue Esprit Yoga pour, commencer à travailler pour eux et Mmh. du coup ça m'a permis de développer une autre activité que celle de l'enseignement du yoga et j'étais hyper contente parce que parmi mes différentes envies d'études, j'avais hésité justement, sur continuer, sur des études de journalisme ou continuer sur des études, plutôt axées, bah, politique environnementale et cetera et du coup, bah, de pouvoir rentrer, voilà, dans le milieu du journalisme par le biais du yoga, c'était vraiment, une super surprise et opportunité et surtout depuis, bah, j'ai un peu lâché, en fait, la partie conseil parce que, ça me demandait un peu des grands écarts, entre, l'enseignement et la partie, conseil et surtout, c'était pas du tout les mêmes temporalités où pour le conseil, on a besoin d'avoir des longues plages horaires, pour pouvoir, écrire ses rapports. Je devais partir Mmh. à l'étranger assez régulièrement, donc annuler mes cours et puis en plus, comme, je travaille avec des pays où parfois les missions sont un peu annulées à la dernière minute, je me retrouvais à avoir annulé tous mes cours, voir ma mission annulée à la dernière minute, devoir la reporter, réannuler mes cours. Enfin bref, c'était vraiment des temporalités qui étaient pas forcément très compatibles. Donc j'avais laissé un peu de côté, le conseil et du coup, voilà, il y a Esprit Yoga qui est arrivé et donc ça a été le début d'une super, collaboration qui continue, encore aujourd'hui et Et tu fais quoi du coup, chez Esprit Yoga exactement? alors je suis chargée, de 3 rubriques. Donc dans la revue, on a 3 rubriques qui sont des rubriques posturales dans lesquelles on présente, des séquences, à nos lecteurs et nos lectrices surtout d'ailleurs. Moi, je suis en charge, soit de concevoir les séquences, de les rédiger, d'organiser un shooting avec, un ou une prof qui veut bien, poser pour nous, de gérer c'est un peu couteau suisse. C'est, à la fois, concevoir la séquence, la rédiger, mais aussi, trouver le prof pour poser, faire le stylisme, trouver, des marques partenaires, par exemple, pour, développer un peu la partie, bah, matériel, accessoires, et cetera. Soit, j'ai des profs qui m'intéressent ou qui ont des pratiques que je trouve originales ou, qu'on a envie de présenter à nos lecteurs et dans ce cas-là, je vais plutôt solliciter, ces profs pour, leur demander, voilà, de construire une séquence. Donc là, j'aurais plus une vocation de supervision et d'organisation où, mon boulot, c'est un peu un boulot éditorial, en fait, de leur dire, comment voilà, quel est le format du magazine, ce qu'on attend d'eux, de superviser une nouvelle fois le shooting et puis de relire un petit peu tout ça, de faire en sorte que ça soit, dans les lignes, dans la ligne du magazine et on tient aussi, bah, justement avec Jeanne, C'est super. qui est déjà passée dans ton podcast, mais avec Jeanne, on a Oui. aussi une chronique qui s'appelle, Yogaya, qui est une chronique justement qui relie, Mmh. bah, toutes les 2 nos 2
sujets entre guillemets de prédilection que sont l'écologie et le yoga. Donc on tient toutes les deux cette rubrique-là dans le magazine. Ça, c'est mon autre rôle chez Esprit Yoga. Super. Super, merci beaucoup, c'est hyper complet et j'ai l'impression que quand on parle, en tout cas, tu as l'air épanouie par ces missions-là et du fait de pouvoir allier yoga avec autre chose comme compétences que tu as. Ouais, complètement. C'est vraiment, j'étais contente parce que c'est vrai que je me suis un peu dit, je crois que je sais pas si c'est un sujet un peu tabou ou pas dans le yoga, mais je pense qu'il y a des personnes qui sont un peu plus résistantes, entre guillemets, «à la fatigue» que d'autres. Moi, je suis assez facilement fatiguée par le fait de devoir, bouger un peu à droite, à gauche, de devoir traverser, tout Paris et cetera pour enchaîner les cours. C'est quelque chose que je trouve difficile d'enchaîner, 3-4 cours par jour, et du coup, au bout de la, 1re année, je me suis un peu dit: «Ouh là, mais si je dois vraiment donner, une vingtaine de cours par semaine, pour pouvoir, gagner, correctement ma vie, ça va être, compliqué». Et je me suis demandé comment j'allais pouvoir, Mm. juste continuer aussi à transmettre avec passion, à pas être dans une transmission un peu automatique ou répétitive, à garder un peu cet enthousiasme aussi et puis le temps de pratiquer, le temps de se former, le temps de se nourrir aussi pour pouvoir, faire évoluer, faire évoluer aussi ses propres compétences Son et enseignement. ouais, c'est ça et du coup, ça m'a c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a un peu interrogée et le fait de, de travailler pour Esprit Yoga, à la fois, ça permet d'équilibrer les 2 et en plus, ça me permet de rencontrer, plein de profs qui ont des pratiques ou des visions qui sont complètement différentes, des miennes et qui c'est hyper enrichissant quoi d'être à l'écoute de tous ces pratiquants, toutes ces façons de pratiquer, et d'enseigner, ouais, c'est assez complémentaire et voilà et du coup là, Mm. j'oscille un peu, enfin depuis la pandémie, je gigote derrière mon ordi comme j'aime bien dire, ça change complètement, la façon dont on enseigne. Mais disons que là, ça fait 4 ans du coup que j'enseigne et je partage un peu, mon activité entre, mon travail pour, Esprit Yoga, les cours, hebdomadaires, que je donne, cours particuliers en entreprise, collectif et l'intervention maintenant dans des formations, d'enseignement de yoga. Donc qui est D'accord. une partie qui a émergé un Est-ce peu que tu peux nous en depuis, parler un petit peu plus en détail? ouais, bien sûr, avec plaisir. Alors, en gros, moi, j'ai très rapidement, en me formant moi-même à l'enseignement du yoga, j'ai été un peu, décontenancée par l'absence de on va dire, de contexte historique dans les formations qui étaient proposées autour de la philosophie et de l'histoire du yoga. Et du coup, même si nous, on a eu la chance d'avoir François Roux et Muriel, qui sont vraiment très calés pour le coup, sur, des questions, vraiment de philosophie et d'histoire du yoga, mais ça restait, une formation initiale, donc évidemment, on ne peut pas tout transmettre dans une formation initiale, c'est tellement vaste. Mais disons que C'est j'étais un sûr. peu frappée, dans l'enseignement du yoga par un enseignement qui était, parfois très contradictoire, assez peu contextualisé, avec parfois beaucoup de pensées magiques qui, moi, heurtaient un petit peu mon côté cartésien, hem et puis aussi un peu critique quoi, parce qu'avec, bon, je pense que c'est pas nécessaire d'avoir un fond en sciences sociales et humaines pour, avoir un esprit critique, mais en tout cas moi avec, ce background, que j'avais, j'avoue que parfois j'étais un peu, décontenancée par les discours que je pouvais entendre dans le milieu du yoga et surtout je me disais: «Mais c'est pas Mm. possible, quelqu'un doit bien savoir d'où ça vient ce truc, c'est pas un truc qui est tombé, du ciel, et qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas de contexte, qui est complètement enfin pour moi c'était très dérangeant en tout cas d'avoir un truc qui soit complètement décontextualisé et donc du coup j'ai commencé un peu à essayer de me renseigner sur l'histoire et les philosophies du yoga, un peu par moi-même donc en cherchant, des bouquins, en regardant, des vidéos et cetera. Mais ça restait, assez difficile d'accès comme ressource. Enfin je trouvais pas grand chose, encore moins en français. Et je demandais un peu autour de moi et on me citait Mircea Eliade qui est un des premiers indianistes à avoir travaillé justement sur ces questions du yoga. Mais malgré tout, c'était très érudit. Alors, c'était hyper difficile de se plonger dedans, je trouve, sans aide à côté de moi.
Donc j'ai commencé à chercher, justement cette fameuse année où je suis partie un mois en Palestine et que je suis revenue un peu le bec dans l'eau, les mains dans les poches. J'ai commencé à regarder, des, cursus à la fac pour justement essayer de trouver, un savoir qui était un peu plus académique, un peu plus rigoureux, un peu plus universitaire sur, justement, le yoga. Et donc du coup, j'ai commencé à suivre, des modules en fait en auditeur libre, et notamment un module à l'école des hautes études en sciences sociales qui parlait des industries spirituelles indiennes. Et c'était drôle parce qu'on était quasiment que des profs de yoga, en fait, un peu comme moi, en recherche de, de connaissances. Et c'était un module qui était mené par deux anthropologues qui, du coup, en gros, c'est un module de master, c'est un séminaire de master. Et j'avoue que je suis arrivée là-bas et c'était bon. À la fois, c'était génial parce que c'était vraiment sur comment est-ce que le yoga a circulé, en gros, de l'Inde à l'Occident, comment certaines notions ont circulé aussi et se sont transformées en circulant. Mais c'était aussi hyper académique et n'ayant pas les bases, en fait, c'est vrai que c'était assez ardu. Enfin bref, et après avoir beaucoup fouillé, j'ai fini par réussir à trouver, en tombant sur un livre d'Isée Tardant-Masquelier qui s'appelle L'esprit du yoga. J'ai fini par trouver ce que je cherchais, c'est-à-dire quelqu'un qui proposait une vision un peu historique de la pratique du yoga à la fois en Inde et puis comment elle est arrivée en Occident. Et en fait, il se trouve que Isée Tardant-Masquelier a monté un diplôme universitaire qui est entre l'école française de yoga et l'Institut catholique de Paris, qui porte sur les cultures et spiritualités d'Asie. Et donc, j'ai décidé de m'inscrire à ce fameux DU que je suis en train de terminer là. À la fin de ce mois, il faut que j'envoie mon mémoire pour clore ce fameux DU. Et du coup, là, ça a été le bonheur. C'est là aussi où on est devenus très amis avec Jeanne, qui s'est aussi inscrite au même DU. On était les deux plus jeunes inscrites. Et, euh, et c'était vraiment, c'était génial, quoi. J'avais l'impression enfin de comprendre, de comprendre un peu l'histoire de ce qu'on faisait sur le tapis avec des profs qui sont extraordinaires. Et c'était vraiment une plongée dans l'histoire et dans les textes indiens. Euh, et ouais, ça m'a vraiment passionnée. Et puis aujourd'hui, il y a de plus en plus de ressources là-dessus. Et du coup, c'est un peu, moi, j'ai commencé vraiment à me spécialiser là-dedans, en plus de la partie plus posturale. Et du coup, j'ai été pas mal sollicitée justement sur ces volets-là. Et donc, du coup, on me demande maintenant d'intervenir pas mal sur les volets plus histoire et philosophie, étude des textes de yoga dans différentes formations. Et c'est vrai que c'est Ok. un peu par cette spécialisation-là qu'on est venu me chercher. Du coup, je suis intervenue déjà dans la formation de ma formatrice, de Muriel. Je suis intervenue Ok. aussi dans la formation d'Anaïs Varnier et de Hassan Beyek qui était dans les Landes. Et là, on a signé pour un certain cycle, certain nombre de formations avec Marie Diaz-Alves, Manon et Yolande qui sont des formations de 200 heures sur l'enseignement du yoga. Donc voilà, plein de petites perspectives comme ça qui sont super chouettes et dans lesquelles je suis contente d'amener un peu le savoir que j'aurais aimé moi trouver au moment où je commençais à m'intéresser à ça. Mm. Je trouve que c'est super intéressant que tu fasses ça et que tu puisses le proposer maintenant en tant qu'enseignante parce que c'est vrai qu'un 200 heures c'est très riche, on voit énormément de sujets et que parfois on se dit ah la partie anatomique ou philosophique elle est plus légère et on reste un petit peu sur sa faim et je comprends très bien que tu aies eu envie d'aller plus loin si c'était un sujet qui te parlait et aussi pour lequel tu avais envie d'avoir des réponses. Ouais, c'est ça. Et c'est aussi, je pense qu'il y a vraiment deux mondes qui coexistent. Un monde du yoga, peut-être d'institutions qui étaient plus en place, comme l'école française de yoga ou les différentes fédérations, où là, je pense que l'enseignement, c'est des formations en 4 ans. Je pense que l'enseignement en philo, en histoire est très solide. Mais finalement, je pense que les jeunes générations comme nous, on s'oriente plus vers des formations plus courtes, justement des formats de 200 heures ou des formations sur un an, etc. Et, euh, et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y avait deux mondes qui coexistaient et qui ne se parlaient pas du tout. Et qu'en fait, il y avait aussi ce monde académique qui est extrêmement riche, mais pas du tout accessible, je trouve, à tout le monde. Enfin, il faut vraiment avoir
à la fois le temps, Mmh. l'envie et les ressources pour s'atteler à ça. Et moi, je trouve que vraiment, ce qui est beau aussi dans le yoga, parce que plein de gens vont peut-être critiquer le fait que ça soit très populaire aujourd'hui, mais au contraire, c'est une pratique qui est aussi qui se démocratise beaucoup. Et je trouve ça chouette aussi sur des sujets qui sont censés être plus ardus, de réussir à vulgariser ça et à le rendre le plus accessible possible, parce qu'il n'y a pas de raison que ça reste uniquement dans les sphères universitaires. Voilà, enfin moi je trouve ça génial que ça soit des choses que les gens puissent s'approprier. Et enfin voilà, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est tout ce travail de vulgarisation pour rendre ça le plus accessible et le plus parlant possible à ceux qui s'y intéressent en tout cas. Mmh, tu raison, c'est super. J'admire aussi, cette connaissance parce que personnellement, j'essaye de me renseigner un peu plus, mais c'est vrai que, faut avoir le courage aussi de se relancer dans des études, dans un DU et cetera, et on n'a pas tous forcément envie de le faire, sur une longue période. Donc c'est top aussi si on pouvait avoir, voilà, des formations, des modules peut-être de 40 ou 30 heures, spécialisés dans la philosophie du yoga pour en apprendre plus, pour justement que vous puissiez partager tout ce que vous avez appris, vraiment spécialisé au yoga et aux professeurs pour qu'on se perfectionne. Donc ça peut être un axe d'idée. Est-ce que Je tu te peux remercie. nous... Tu y avais sûrement déjà pensé, mais est-ce que tu peux nous parler peut-être d'autres projets que tu as envie de mener dans les prochains mois, prochaines années, voilà. Bah, écoute, il y a ce blog avec Jeanne qu'on a monté qui Oui. s'appelle Chittavriti, qui est vraiment notre bébé. Alors là, le bébé, il est un peu en souffrance parce que comme on doit finir notre mémoire toutes les deux, on y passe un peu moins de temps. Mais ça, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur parce que c'est un ton qui est très libre, dans lequel on est librement un peu provoque, on met un peu les pieds dans le plat sur des sujets qui parfois, en fait, on a beaucoup bouillonné toutes les deux. On a beaucoup échangé en fait sur des sujets qui nous rendaient un peu dingos, et on avait l'impression que c'était des trucs qui n'étaient pas du tout abordés en fait dans le milieu du yoga, voire qui étaient assez tabous. Et moi, j'avoue que je suis pas trop la prof de yoga qui boit des jus verts et qui a des cristaux et ce genre de trucs. Et c'est pas du tout que je trouve ça pas bien. Enfin, c'est pas une critique, mais disons que sur tous ces trucs-là, je me suis pas forcément reconnue dans un certain imaginaire, tu vois, de la prof de yoga. J'ai quand même du Palo Santo, mais mais je me reconnaissais pas trop, voilà, dans cet imaginaire de la prof de yoga. Et j'avais du mal. Enfin, en tout cas, je suis contente d'avoir trouvé voilà, des gens comme Jeanne où je pense qu'on s'interrogeait sur les mêmes choses, et on avait un peu cette dissonance cognitive, à la fois le yoga qui était extrêmement libérateur pour nous, où moi, ça m'a vraiment. Enfin, ça m'a transformée. Je pense que comme tous les profs, en fait, si ça n'avait pas eu un effet transformateur sur nos vies, on ne se déciderait pas à l'enseigner. Et en même temps, avec un truc de se dire, mais il y a quand même tout un folklore autour du yoga qui est un peu étrange, et puis des croyances bizarres. Enfin bref, et donc on avait envie à la fois d'avoir cette mission un peu, entre guillemets, vulgarisatrice euh, dans ce blog, de justement rendre un peu plus accessible des parties plus philosophiques, historiques du yoga. Et puis aussi cette rubrique qui nous fait marrer, qu'on a appelée les chroniques de Kali, Kali étant la déesse de la destruction, qui est souvent très colérique avec des têtes de mort. Enfin bon, bref, une figure à la fois féminine et en même temps très puissante. Et à travers les rubriques de Kali, on avait aussi un peu envie d'être un peu à contre-courant de certains grands mythes, voilà, qu'on peut voir, ou idées reçues qu'on peut avoir dans le milieu du yoga. Et donc ça, je pense que toutes les deux, on a très envie de continuer à nourrir ce blog-là et même à y consacrer plus de temps. Maintenant que notre DU est terminé, on va avoir beaucoup de temps supplémentaires qui ne seront pas occupés par les cours et par la lecture, etc. Donc je pense que ça va être un axe qu'on va pas mal développer. Et moi, c'est ce que je te disais, je déménage à Lyon là cet été. Et du coup, ça va être aussi un nouvel environnement à découvrir, et puis une nouvelle communauté à découvrir là-bas. Donc j'ai hâte de connaître un peu voilà, toutes ces nouvelles perspectives. Et sinon, j'ai rejoint aussi un podcast justement sur les questions d'écologie, qui s'appelle 20 minutes avant la fin du Oui. monde,
un podcast d'autodéfense écologique où on essaye vraiment de traiter pareil, un peu à contre-courant, en 20 minutes top chrono avec, toute une équipe, d'autres chroniqueurs, de sujets, à la fois de sujets assez classiques sur les questions, d'écologie, mais aussi de sujets un peu plus iconoclastes. Et il m'avait contactée d'abord pour, justement des épisodes sur l'injonction au bonheur parce que moi, le développement personnel, c'est quelque chose, qui a tendance parfois à me hérisser un peu le poil parce que je trouve que ça en demande beaucoup aux gens et ça fait peser beaucoup de culpabilité, de responsabilité sur leurs petites épaules. Et j'estime, voilà, qu'il y a aussi des raisons plus systémiques, hem, à regarder. Et en fait, ça s'est super bien passé, c'était trop cool. Et du coup, je suis revenue un peu à mes premiers amours d'écologie. Donc ça, écoute, j'espère bien pouvoir continuer à parler, voilà, en rigolant de sujets qui sont, à mon sens, importants et sérieux avec toute cette fine équipe. Et puis après, j'avoue que moi, je suis pas quelqu'un qui me projette, beaucoup. Je suis un peu, j'ai eu la chance, de pouvoir me permettre d'être un peu au fil de l'eau. Hem et du coup, je trouve que mon agenda est déjà pas mal rempli avec toutes ces formations et ces Oui. blogs et non, le vrai sujet peut-être, mais je suis en train de me torturer pour, me demander si je reprends, une thèse ou pas. Donc ça, c'est vraiment le mais bon, justement sur des questions un peu de yoga et politique et heu et justement D'accord. en écrivant mon mémoire, là, c'est un sujet voilà, qui m'intéresse depuis longtemps. Et donc j'ai eu un moment dans ma tête l'idée de éventuellement, faire une thèse sur ce sujet. Mais voilà, c'est vraiment, à réfléchir parce que c'est beaucoup d'investissement. En général, il y a pas beaucoup d'argent dans la recherche et il y a pas beaucoup de postes derrière non plus. Donc faut que je vois si ça vaut la peine, d'y consacrer autant de temps et autant d'énergie, sinon je le ferai d'une façon différente. Mais en tout cas, j'ai envie d'écrire sur les questions, de continuer à écrire d'une façon ou d'une autre, notamment sur les questions de yoga et politique, yoga, et société néolibérale. Enfin, comment est-ce que le yoga s'est transformé en arrivant, dans nos sociétés contemporaines et quelle place il occupe aujourd'hui, justement dans nos vies. Mhm. Exactement, le titre du podcast est bien approprié pour ta thèse, alors du coup, avec C'est plaisir ça, le pour yoga dans nos vies. témoigner. Non, mais c'est hyper intéressant. Et puis, je pense que le yoga est en train encore constamment, et aussi avec ce Covid, d'évoluer. Mine de rien, dans nos activités, dans notre quotidien, on n'a plus du tout la même pratique aujourd'hui qu'il y a 2 ans avant le Covid aussi. Enfin, c'était pas Mmh. autant répandu, on n'en entendait pas autant parler. Et peut-être qu'il y a aussi pas mal de critiques qu'on pourrait faire, ou d'observations en fait, du moins. Mais oui, ce serait hyper intéressant que tu puisses écrire dessus, pas forcément en thèse si tu n'arrives pas à mener ce projet, mais autrement, c'est pas fermé, quoi. Tu as plein de possibilités. Ouais, complètement, complètement. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter, à nous partager, un projet dont on n'aurait pas parlé? Je crois que tu as quand même parlé de beaucoup, beaucoup de choses, mais peut-être que j'ai oublié des questions ou des choses. Non, je suis pas sûre, je crois que, moi, c'est surtout enfin, ce à quoi j'aspire aujourd'hui, c'est surtout aussi de retrouver les gens, quoi, en vrai, parce que, le yoga, c'est quand même enfin, moi, j'aime bien l'histoire et la philo, mais j'adore aussi juste pratiquer dans une salle, avec plein de gens autour et de pouvoir, toucher avec le consentement des gens, des corps, enfin, être vraiment dans une vraie physicalité. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et du coup, ce que j'espère, c'est, même si le en ligne a permis d'ouvrir plein de nouvelles perspectives, c'est vrai que moi, j'ai trop hâte, en fait, juste de pouvoir organiser des stages, des retraites, être dans des endroits où on partage vraiment un moment, un quotidien, entre guillemets, ensemble, retrouver ce plaisir peut-être, j'espère, de pratiquer à 2, quoi, afin de pouvoir, faire des ajustements, faire des pratiques, collectives, enfin, ça, c'est vraiment pour le coup ce que j'attends avec impatience parce que c'est vrai que là, comme tu le dis, nos pratiques ont été transformées et j'ai été, dans une formation récemment j'ai suivi une formation récemment, en physique et c'était, extraordinaire, quoi. J'avais oublié ce que c'était que de pratiquer, avec des gens, entourés, enfin
c'est une énergie, on oublie, on dit souvent que le yoga, c'est quelque chose d'assez individuel, voire individualiste. Mais en fait, c'est aussi quelque chose qui rassemble énormément les gens et qui crée aussi des communautés. Et quand on pratique avec une énergie de groupe, c'est vraiment complètement différent de quand on est tout seul derrière son ordi ou même dans sa pratique personnelle, qui est une partie C'est sûr. importante de Ouais. celle de l'enseignement. Mais de retrouver ces énergies collectives, c'est vraiment quelque chose de fabuleux, quoi. Donc, c'est les projets que je nous souhaite. Ouais, je pense on l'attend tellement tous. On l'attend tellement tous, ce retour à la vie et au toucher, au physique et le contact humain que finalement on en profite à chaque moment où on en a l'occasion. Et justement, bah, ça me fait penser à une question qu'on n'a pas abordée. Euh, Tu as parlé donc de ta formation initiale, en effet, mais tu m'as pas parlé de tes autres formations. Tu as dit que tu étais formée, mais tu nous as pas dit où, quoi, comment, quand. Oui, Donc si c'est tu peux vrai. en parler juste rapidement. Ben, moi, j'ai fait une formation initiale de 300 heures. J'ai commencé directement avec un 300 heures avec Muriel. Et après, j'ai suivi plutôt des petits modules de formation. Donc, j'ai suivi un module de formation avec Mathieu Boldron, juste après ma première formation d'ailleurs, qui était vraiment très cool. Après, j'ai suivi, je ne sais plus si c'était un 50 heures ou un 75 heures, je ne me rappelle plus exactement, mais avec Simon Park à Paris, avant l'époque du Covid. Et je me suis aussi formée en yin avec Cécile Roubaud et Valentina Duna. Pareil, premier module de formation de yin où là, c'était vraiment extraordinaire. Enfin, et les pauvres, les pauvres, nous et elles, mais c'était une formation qui a commencé juste avant le Covid et qui a dû se poursuivre, du coup, en tout cas se clôturer en ligne. Et j'ai trouvé extraordinaire parce que on a fait tout un week-end de formation avec elles en ligne et elles ont réussi à garder je ne sais pas comment elles ont fait, mais elles ont réussi à garder cet espace en fait très particulier de la pratique pendant tout un week-end où on avait vraiment, alors que Ouais. chacun était chez soi, d'être ces deux personnes m'inspirent beaucoup et m'impressionnent beaucoup par leur capacité à envelopper et porter les gens. Et du coup, bah, j'ai mon fameux DU que j'ai suivi, qui est quand même aussi une formation, même si c'est pas Oui. directement du yoga. Et je suis aussi toujours sur la partie plus philo, les, les, la- les formations que propose Yogic Studies, que tu connais peut-être. C'est un site qui a été monté par un doctorant justement à l'université de Harvard. Et c'est des formations en ligne en fait d'universitaires sur plein de sujets, pour le coup, qui sont spécifiques au yoga. Et du coup, bah, je suis inscrite sur ce Mhm. site et je continue à suivre ces formations-là qui sont pour le coup vraiment d'un pointu et hyper intéressantes. Pareil, il faut avoir envie de se farcir 24 heures sur la Bhagavad Gita en anglais où on lit ligne par ligne la Bhagavad Gita et on tire les interprétations. Mais moi j'adore ça. Donc ça, c'est pour les pratiques plus, euh, plus ouais, on va dire philo, tout ça. Et sur les pratiques physiques, en fait, c'est marrant parce que je cherche un 300 heures supplémentaires à faire. Donc, je cherche des recommandations. Donc, si quelqu'un a une recommandation à me faire pour un 300 heures, je suis preneuse. Moins pour. Moi, j'aime bien me former par module. Je trouve ça plus chouette, en fait, que de reprendre une formation complète parce que je pense que toutes les formations ont des points forts et des points moins forts. Et du coup, j'aime bien aller piocher les points qui m'intéressent pour continuer de me former. Mm. Et, mais c'est vrai que là, c'était plus pour retrouver justement ces sensations de groupe et d'immersion que tu peux retrouver dans des Ouais. 200, dans des 300 heures où tu as vraiment cette sensation d'être complètement plongé dans ta formation. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais, pourquoi pas, retrouver. Et bah, du coup, je t'invite à te farcir tous les épisodes précédents parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de profs qui ont fait des 300 heures et qui ont fait de belles recommandations. J'étais très curieuse d'en découvrir davantage, mais en tout cas, si tu veux des recommandations de 300 heures, il y en a dans les autres épisodes. C'est vrai que je pense qu'une formation, qu'elle soit intensive sur un mois, 2 mois, ou qu'elle soit étalée dans des week-ends ou sur des années, euh, c'est vraiment, ça peut être que hyper enrichissant parce que même s'il y a des modules qui nous plaisent moins, si c'est quelque chose qu'on a déjà fait avant, par exemple, toi tu veux faire un 300 heures, tu as déjà fait un 300 heures avant, il me semble, avec Muriel, donc c'est compléter en fait tes acquis Mm. par d'autres, grâce à d'autres professeurs, grâce à d'autres professionnels, etc. Donc ça peut que être
hyper enrichissant. J'espère que tu trouveras Ouais, le 300 heures qu'il te faut. c'est clair. Et puis comme c'est une pratique qui continue d'évoluer, qui intègre de plus en plus aussi d'autres pratiques, notamment sur la Mm, partie mouvement, etc., c'est sûr que c'est un apprentissage permanent, quoi. ouais, On peut jamais se reposer sur ce qu'on a appris en se disant bon bah c'est bon, c'est fait. Le c'est ça. yoga c'est fait. Je passe à autre chose. Franchement, je pense qu'il y a peu de gens qui font ça, hein. Je pense pas que ça existe. Je pense que c'est Non. vraiment difficile en tout cas de faire ça. Ouais, je pense que quand Mm. tu rentres dedans, tu as juste envie d'en savoir plus, peu importe. Enfin, tu as forcément des aspects qui te plaisent plus que d'autres, voilà, comme toi, la philo, mais enfin, t'es forcément confronté à avoir envie de continuer à te former, quoi. Carrément. Donc, est-ce que pour terminer, Zineb, tu aurais un dernier message à faire passer? On rigole parce qu'on a eu une grosse coupure, donc je vais faire du montage pour l'épisode. Mais voilà, c'est un dernier message à faire passer à nos éditeurs, aux personnes qui nous écoutent et puis peut-être à celles qui te sont chères. Bah écoute, je suis pas très bonne pour les grands messages, mais non, mais voilà, j'espère moi juste que cette communauté du yoga qui commence à, enfin qui pas qui commence, qui existe en France va continuer à apprendre, enfin un petit peu les uns des autres, qu'on va continuer aussi. Je trouve qu'il y a beaucoup de collaborations qui sont nées ces derniers temps. Justement, hein, peut-être un peu lié à cet isolement forcé. Et donc, j'espère que toutes ces collaborations vont continuer. J'ai l'impression qu'il y a un mouvement de fond quand même un peu de solidarité et d'avoir envie de se soutenir les uns les autres et de s'inspirer les uns des autres. Et ça, j'avoue, je trouve ça trop chouette dans un monde où la compétition féroce règne sur tous les plans. Je trouve ça cool de voir voilà, des profs de yoga qui montent des projets ensemble, qui s'aident les uns les autres, qui se complètent. Et notamment, c'est un peu ce que je disais, mais beaucoup de femmes aussi, parce que c'est un milieu quand même assez féminin, l'enseignement du yoga, de voir bah, voilà, tous ces projets qui sont montés par des femmes et des femmes qui se soutiennent et qui s'entraident entre elles. Donc j'espère que tout ça va continuer à fleurir dans ce beau milieu du yoga. C'était mon petit message bisounours de fin de podcast. Non, mais c'est un très beau message. Et c'est vrai, je te rejoins aussi beaucoup là-dessus, dans le sens où ouais, il y a beaucoup de collaborations qui rentrent et qui sortent et qui se créent. Et c'est très beau de pouvoir aussi justement joindre nos compétences, nos envies et nos valeurs pour justement créer de belles choses pour nos élèves, pour les yogis qui ont envie d'aller plus loin. Donc merci beaucoup Zineb pour ta participation, pour tout ce que tu nous as confié aujourd'hui. Et puis j'espère à très très vite. À bientôt. Salut Alexandre. Si vous voulez soutenir le podcast Le Yoga dans nos vies, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages, des questions, ça me fera très plaisir. Chaque semaine, découvrez le parcours d'une prof de yoga pour vous montrer l'immensité des possibilités dans le monde du yoga. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes à venir, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter